Bonjour Nicolas. Alors moi je ne vais pas vous présenter, c'est vous qui allez vous présenter. Bonjour à tous, donc Nicolas Philippon, agriculteur à Magny-en-Vexin. Moi je suis né à Magny-en-Vexin en 1963. Je suis agriculteur depuis 1984. J'ai repris l'exploitation derrière mon père, qui lui-même avait repris de son père, donc mon grand-père Roland Philippon, qui a été le premier agriculteur à Magny-en-Vexin. Et donc, moi, j'ai pris ma retraite l'année dernière et j'ai transmis le flambeau à mon fils, Ulysse, qui donc m'accompagne dans cette nouvelle aventure qui est la viticulture. Alors on va découvrir au fur et à mesure, on ne peut pas aller trop vite. Donc vous êtes la troisième génération, Oui. vous avez un domaine important. Alors, moi, l'exploitation, elle fait 192 hectares. C'est une exploitation assez moyenne aujourd'hui. J'ai beaucoup de mes copains qui ont plutôt 400, voire plus. Les céréales, bon, c'est quelque chose qui est compliqué aujourd'hui, puisqu'on est sur un marché mondial. Il y a énormément de céréales qui sont produites sur la terre, et ça couvre largement les besoins. Il y a toujours un peu trop d'excédents, et ce qui fait que les prix des céréales sont toujours très basses. Ouais, une anecdote que vous me disiez, donc vous avez toujours fait des céréales, tout le temps, Oui. pas de bêtes, pas d'élevage. Alors, mon grand-père avait des bêtes sur l'exploitation. Et quand mon père a repris en 1963, il a arrêté la production de viande et de lait sur l'exploitation au profit des céréales. À l'époque, c'était quelque chose qui fonctionnait bien. Il a ensuite monté avec d'autres agriculteurs une coopérative de pommes de terre. Donc ils ont fait des pommes de terre pendant une bonne quinzaine d'années. Et c'est pareil, la pomme de terre, c'est aussi quelque chose qui est difficile. Il y a des bonnes années, des mauvaises années. Ça nécessite beaucoup de personnel. Déjà à l'époque, c'était compliqué de recruter du monde. Et donc, moi, quand j'ai repris, j'ai continué aussi sur les céréales pour pouvoir avoir un revenu décent. Moi, je me suis dirigé sur autre chose. J'ai toujours eu deux activités en même temps. J'étais agriculteur et en même temps, je me suis spécialisé dans l'immobilier où j'ai construit des maisons, refait des appartements de manière à préparer aussi ma retraite. Donc les céréales, ce n'était pas suffisant. Vous me disiez une anecdote quand même qui est importante. Vous me disiez il y a 20 ans, on vendait la tonne de céréales 200 € et aujourd'hui on la vend toujours 200 €. Voilà, oui, quand il y a eu la réforme de la PAC en 1992, le blé nous était payé 130 francs le quintal. Et aujourd'hui, 30 ans après, on en est à peu près la même chose. Sauf que, vous le savez tous, tout a augmenté de manière considérable, le prix des machines, les salaires. Et donc, on a beaucoup de mal à arriver à sortir des revenus décents sur des petites exploitations comme la mienne. Donc là, vous êtes à la retraite. Vous avez passé le flambeau à votre fils Ulysse, qu'on va accueillir tout à l'heure. Comment vous avez vu, vous, évoluer l'agriculture au fil des années ? Alors, au travers de la réforme de la PAC, ça a été très très compliqué. Il a fallu s'adapter. Donc, pour baisser nos prix de revient, il a fallu, pour ceux qui ont pu, augmenter les surfaces ou alors diminuer les charges, éviter d'avoir du personnel, faire des cultures plus simples qui demandent moins d'intrants. Essayer de faire au mieux, de gérer au mieux les intrants. C'est pour ça qu'on avait mis en place une nouvelle façon de dépendre les pesticides. On appelait ça le bas volume. C'est-à-dire qu'on a réussi à réduire l'utilisation des pesticides parfois de 10 fois par rapport aux doses qui étaient programmées à l'époque. Alors Ulysse, c'est la quatrième génération. J'ai cru comprendre que, j'ai ressenti, moi, puisqu'on s'est rencontrés plusieurs fois pour préparer cette interview, que la famille Philippon était très soudée et que finalement, donc vous avez combien d'enfants ?
Alors moi j'ai 3 enfants, donc Ulysse, Cassandre et Astrée. Donc j'ai aussi 2 filles qui ne sont pas du tout dans l'activité agricole, mais qui, lors de besoins de personnel pour nous aider dans les vignes, elles sont toujours présentes et elles aiment bien venir donner un coup de main dans les vignes quand on en a besoin. Oui, j'ai bien senti qu'il y avait une transmission, les enfants sont présents, mais aussi maintenant les pièces rapportées, comme on dit, puisque je vais vous demander des photos. Ah, oui, vous appelez, ça c'est ma belle-fille qui s'en occupe. Donc on sent qu'il y a quand même un esprit de famille qui est important. Voilà, donc Ulysse a son amie Chloé qui est très impliquée dans cette nouvelle culture. Elle a une belle expérience parce qu'elle vient aussi d'une région viticole, elle est du côté de Reims et elle est très impliquée dans cette nouvelle activité. Alors, on va passer au sujet principal. Vous êtes connu pour votre transition audacieuse de la céréale à la viticulture. Donc pour en parler et pour développer, on va accueillir votre fils Ulysse. Bonjour Ulysse, vous avez le micro. Alors Ulysse, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Vous arrivez dans la ferme depuis combien de temps ? Donc moi, ça fait, je crois, 5 ans maintenant que je suis revenu sur l'exploitation. J'ai fait un BTS agricole dans le nord, à côté de Lille. Et ensuite, je suis parti bosser un petit peu en Australie dans une ferme pour voir un petit peu autre chose dans l'idée de diversifier. Et le Covid est arrivé, donc du coup, je suis rentré. Et on a lancé le projet de vigne, donc je suis resté après sur l'exploitation. Donc vous avez toujours souhaité reprendre la ferme ou comment ça s'est passé ? On m'a jamais mis le... Voilà, en fait, moi, j'ai jamais voulu dire, ben voilà, j'ai un garçon, donc obligatoirement, il va reprendre l'exploitation. On ne l'a jamais collé sur un tracteur pour dire, il va aimer le métier. On l'a laissé libre de ses choix. Et c'est lui-même qui, assez tard, tu avais peut-être 17 ans, que tu nous as dit, bah, finalement, je pense que j'aimerais bien revenir sur l'exploitation. Et à partir de ce moment-là, je t'ai toujours dit, si tu veux revenir sur l'exploitation, comme c'est une petite exploitation, il faudra quand même que tu essayes de faire autre chose si tu veux avoir un revenu décent. Et donc, on a... Comment vous avez décidé justement de passer à la viticulture, à la plantation des vignes ? Il me semble qu'il y a déjà un de vos collègues à Saint-Gervais qui a planté 5 hectares. Alors effectivement, avec Arnaud de Smet, on est des bons copains, et puis c'est lui qui m'a appris un jour qu'on pouvait planter des vignes. Il faut savoir qu'avant 2016, on n'avait pas le droit de planter des vignes là où on voulait. Et à partir de 2016, l'État a autorisé la plantation de vignes. Et donc, ça nous a semblé être un challenge intéressant. On a commencé par aller faire une formation dans la Loire, accompagnée par la Chambre d'agriculture. Et donc la personne qui nous a encadrés, c'est Michel Badier. C'est une personne qui a 40 ans d'expérience dans ce métier. Et il nous a bien mis en garde, il nous a montré les bons côtés et les mauvais côtés de la vigne. Et au départ, quand on lui a dit on voudrait planter 10 hectares de vignes, et il nous a dit mais les gars, vous vous rendez pas compte, c'est énormément de travail, ça va être compliqué. Et effectivement, il avait raison, ça a été un gros challenge. Heureusement qu'on était tous ensemble et on a pu arriver à planter nos vignes et à bien s'en occuper pour qu'elles puissent donner au bout de 2 ans. Alors, comment se passe, Ulysse, cette transition entre générations ? Avec papa, ça se passe bien ? Est-ce que il vous laisse de l'espace ? Et comment vous voyez la perspective, l'avenir, justement, avec cette transition audacieuse ? Donc moi, ça fait 5 ans que je suis revenu. Ça fait depuis l'année dernière que je suis installé donc, sur l'exploitation. On a mis en route les vignes en 2022. Donc ça nécessitait aussi le fait que moi je revienne sur l'exploitation, parce que sinon être à 2 sur la partie céréalière, il n'y avait pas forcément besoin d'être 2. Donc le projet des vignes a fait qu'il y avait besoin que je revienne. Et puis ça se passe plutôt bien. Bon, c'est beaucoup de boulot
C'est beaucoup de boulot, mais non, ça se passe bien. Les vignes c'est gourmand en main-d'œuvre. Il y a énormément d'opérations manuelles. Par exemple, là, on vient de terminer la taille de la vigne. On a 3 personnes qui taillent tous les jours depuis le 15 janvier. Donc, malgré les mauvaises conditions météo, quand il fait 2 degrés et qu'il pleut, les gars, ils sont là et ils taillent tous les jours. Il y a des délais à respecter, et là on est arrivé à tailler la vigne juste au bon moment. Là il fait très chaud, donc la vigne elle demande qu'à démarrer, et il fallait pas être en retard. Donc on va parler un petit peu de tout ça. La vigne en Île-de-France, alors vous nous disiez, parce que bon, la transition est pas simple, c'est un autre métier que vous faites aujourd'hui. Vous avez été suivi par le ministère de l'Agriculture, donc il y a une réglementation, il y a un aspect réglementaire. Et pourquoi la vigne en Île-de-France? Alors il y en a de plus en plus. Dans les années, Alors, je sais pas, au XVIe siècle, il me semble. Historiquement, la vigne, il y en a toujours eu en Europe et en France particulièrement. On peut remonter jusqu'à l'époque romaine. C'est les Romains qui ont apporté la vigne quand ils ont envahi la Gaule. Et ça a été repris après par le clergé qui avait aussi besoin de vin pour les messes. Et ça a permis aussi au clergé de tirer un peu de revenus en vendant du vin autour de chez eux. Et donc le principal bassin de production de vin, c'était la région parisienne. Il y avait du temps de Louis XIV environ 50 000 hectares de vignes autour de Paris. Tous les coteaux de la Seine étaient couverts de vignes. Moi, j'ai lu un livre où ils disent que du côté de Vernon, il y avait 700 hectares de vignes. C'est des quantités qui sont vraiment énormes. Et pour preuve, du temps de Louis XIV, l'eau n'était pas toujours très facile à trouver. Et donc, les gens consommaient du vin qui n'était pas très fort. Et ils consommaient jusqu'à 0,5 litre par jour et par personne. Donc ça faisait des quantités vraiment énormes, et c'est pour ça qu'il y avait un domaine aussi important. Et qui permettait aussi d'exporter. On vendait du vin en Angleterre, on vendait du vin au Danemark. C'était une production vraiment très, très importante. Alors qu'est-ce qui a fait qu'on ait des plantés et donc là, vous avez planté en 2022, vous avez décidé de planter 5 hectares, donc c'est réglementé. Est-ce que vous auriez pu planter 15 ? Alors oui, effectivement, on aurait pu planter plus, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le conseiller de la Chambre d'agriculture, quand on lui a dit qu'on allait planter 10 hectares, il nous a dit, vous ne vous rendez pas compte, c'est énorme. La plupart des viticulteurs vont planter 1 hectare par an, voire 2, mais pas plus, parce que c'est vraiment beaucoup de travail. Un hectare de vigne, c'est 5-6 000 pieds. À l'hectare, et ça demande beaucoup de travail manuel, vraiment beaucoup. Alors là, c'est très réglementé aussi parce que il y a un espacement entre les pieds. Vous nous disiez qu'il y avait des photos satellites pour déceler éventuellement les maladies, etc. Alors, le principal souci, c'est vraiment très, très encadré par les douanes. Donc, les douanes nous donnent une autorisation de planter. Il faut avoir les numéros de parcelles cadastrales qui correspondent exactement au nombre de pieds qu'on a voulu planter. Ils peuvent venir faire des contrôles. Et, si on a déclaré qu'il y avait 5200 pieds, s'ils viennent compter, il faut qu'ils trouvent les 5200 pieds. Il n'est pas question qu'il y ait une erreur. Et après, c'est pareil, les douanes, elles contrôlent tout le temps ce que vous avez dans le chai. Ils vont vous demander combien vous avez d'hectolitres. Chaque mois, il faut refaire une présentation de ce qu'on a dans le chai. Il y a vraiment beaucoup de contrôle. On ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher, non. Okay. Et donc, on parlait de conditions climatiques. Donc là, on entend qu'on des plantes dans certaines régions, qu'on remonte de plus en plus vers le nord. Et vous, par rapport à ce changement climatique, qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui vous réjouit, je ne sais pas, et qu'est-ce qui est le plus stressant entre la vigne et la céréale? Alors, ce qui est important, ce qu'ils nous ont mis en avant lors des formations qu'on fait, parce qu'on fait énormément de formations, comme c'est un nouveau métier, il faut l'apprendre.
Et dans les formations qu'on a fait, ils ont essayé de revoir la météo sur les 10 dernières années. Et ils disaient avant, voilà, sur 10 ans, vous pouvez compter avoir 2 années de gelée, où vous aurez une perte de production importante. Mais aujourd'hui, ce n'est pas 2 ans sur 10, ça sera 8 années sur 10 où vous aurez des risques de gel très importants. Donc ça, c'est vraiment un problème. Donc là, la période la plus stressante, c'est en ce moment. Donc là, on va rentrer dans la période là, ça vraiment va difficile. encore bourgeonner. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Là, on a les bourgeons qui, dans 3 semaines, vont commencer à ressembler déjà dans 5-6 jours, ça va commencer à ressembler à ça. Et là, dans 3 semaines, il ne faut pas qu'ils gèlent. Ouais. Alors j'ai vu aussi, on en a parlé, dans certaines régions où il y a des chauffages, où il y a des ventilateurs justement pour éviter les particules, mais bon, tout ça j'imagine que... Alors, en fait, dans la région de la Loire, par exemple, puisqu'on la connaît mieux, les viticulteurs sont regroupés sur des communes, puisque c'est des régions qui sont viticoles, et donc ils s'arrangent tous ensemble pour pouvoir monter des systèmes pour sécher le sol. En fait, c'est des ventilateurs qui vont pulser l'air et sécher le sol pour éviter que la rosée remonte et crée ce point de gelée au moment du lever du jour. Et ça, c'est quelque chose qui est possible parce qu'ils sont nombreux. Ils vont être 10, 20, 30 viticulteurs à monter des systèmes pour sécher. Et nous, comme on est tout seul, c'est assez compliqué pour nous, quoi. Et après, il y a un coût aussi qui est vraiment très, très important. Ouais, on imagine bien que l'investissement doit être colossal. Alors, transition, plantation, donc plantation 2022. Il a fallu aussi choisir le cépage. Alors, vous avez choisi différents cépages, vous en parlez, et puis d'être en culture biologique. Alors pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a guidé par rapport au terroir? Je ne sais pas. Donc le choix, nous, c'était déjà des cépages que nous, on aimait bien personnellement. L'idée, c'était nous de faire du blanc, pas du rouge. Et donc on a 4 cépages aujourd'hui. On a du Sauvignon, on a du Chardonnay en grosse majorité, on a du Pinot Gris et du Viognier. Je crois qu'il y a une vidéo là justement qui présente les cépages. Je ne sais pas si c'est celle-ci. It's on my mind, I guess it goes like na na Alors, quand on a écrit 10 hectares, c'est avec... Avec Monsieur De Smet. Ok. Donc c'est vous qui décidez, qui choisissez de planter plus ou moins de Sauvignon, etc. Donc ça, c'est en fonction de vous, de ce que vous aimez boire, quoi. Bah, c'est aussi en fonction des assemblages qu'on peut faire par la suite avec les différents cépages. C'est pour nous, dans le travail du chai, qui va être derrière avec tout ce qui est élevage du vin. Ouais. Ouais, alors justement, en 2022, on plante. Donc pendant ce temps-là, on laisse pousser la vigne. Il faut s'organiser justement pour pouvoir distiller, parce que vous faites tout sur place. Parce que je sais qu'il y a peut-être dans certaines régions viticoles de l'Île-de-France, ils ramassent, mais après, c'est pas eux qui traitent. Donc vous avez décidé de tout faire. Alors on va voir le lieu peut-être, voilà. Donc ça, c'est votre hangar. Donc moi j'ai construit ce hangar il y a 6 ans. Il y a une petite partie que j'ai laissée à ma femme. Elle a le hangar des arts, c'était une galerie d'art. Et donc on a monté le chai à côté de la galerie. Et dans ce chai, donc, on a un pressoir, des cuves en inox et donc ça c'est l'aménagement. Ouais, c'est impressionnant. Là pour l'instant, donc la construction. Alors le petit clin d'œil pour le hangar des arts, pour ceux qui ne connaissent pas, on vous invite à les découvrir aussi. Et donc là vous avez installé vos cuves. Pour l'instant, il n'y en a que la moitié de rempli, je crois, un côté, c'est ça? Oui, donc on a fait notre première vendange au mois d'octobre l'année dernière. On a récolté environ 20 hectolhectares.
Et on voudrait arriver à faire 50-55 hectos à peu près l'hectare en année normale. On ne veut pas non plus avoir une production trop importante. Il faut savoir que la vigne, elle est capable de donner beaucoup plus, mais après, c'est le problème de la qualité. Donc, si on veut avoir un vin de bonne qualité, il faut qu'on sache limiter sa production de manière à avoir le meilleur raisin possible. Et là, vous allez faire comment pour doper la production? Bah, en fait, c'est pas vraiment une question de doper, c'est qu'on a Ouais. eu notre première vendange une très mauvaise année, mais c'est national en France, ça a été mauvais un peu partout. Bordeaux, Champagne, tout ce qui est la Loire, le Rhône, tout a été mauvais, c'est national. Donc Donc là, on a une voilà. année normale, on devrait faire les 50 hectos, c'est juste que Ok. là, bah, on est tombé sur la mauvaise année. Donc là, comment se passe maintenant la vinification? Donc là, le raisin est prêt, pardon, donc 2024. On ramasse. On imagine que vous n'êtes pas tout seul pour ramasser. Voilà, donc on a fait nos vendanges l'année dernière. On a eu la chance d'avoir beaucoup d'amis. On était 20-25 par jour, 30 le week-end, vendanges manuelles, donc avec des caisses. On distribue les caisses dans les rangées et tout le monde se met à cueillir avec des sécateurs. Même s'il pleut, les conditions ne sont pas toujours faciles, mais quand c'est bon à faire, il faut le faire. Donc les caisses sont vidées dans un élévateur qui emmène les raisins dans une presse. C'est une presse avec une membrane. C'est de l'air qui vient pousser cette membrane sur le raisin de manière à le presser le plus délicatement possible. Et quand le jus est pressé, donc c'est un jus de raisin qu'on va mettre dans nos cuves en inox. Et suite à ça, il y a différentes opérations. Je te laisse donner un peu de... Donc là, vous êtes autonome de A à Z. Vous ramassez, tout. La seule chose qu'on n'est pas encore, c'est la partie embouteillage. Ok. On fait venir un prestataire pour mettre en bouteille. Et après, c'est dans l'idée de pouvoir être... Donc là, vous avez fait ça. Ça prend combien de temps à peu près? J'ai plus de son. Si. Entre la récolte, le pressage, la mise en cuve, et puis après, vous avez choisi aussi de les passer en fût. Donc tout ce qu'on récolte, c'est pressé dans la journée obligatoirement. Une fois que c'est pressé, ça arrive dans les cuves inox. Là, ça passe 48 heures au froid pour faire un débourbage. Donc tout ce qui est matière un petit peu plus grosse, type de la terre ou autre chose qui peut être resté collé sur les raisins, va se décanter, coller au fond. Là, on fait ce qu'on appelle le débourbage. Donc on vient pomper uniquement la partie supérieure, là où c'est vraiment le liquide, le vrai jus de raisin, qu'on rebalance dans une autre cuve. Donc là, c'est propre. Et ensuite, on lance les fermentations alcooliques. Donc là, c'est le sucre qui va se transformer en alcool. Et par la suite, là, on obtient déjà quelque chose qui est alcoolisé. C'est là qu'on fait l'élevage du vin, qu'on passe en barrique ou non, en fonction de ce qu'on veut faire comme produit. Et ensuite, il y a les assemblages, il y a différents types de... Alors là, vous avez choisi, c'est des fûts de quoi? Donc là, c'est que de la barrique en chêne français, avec différents types de chauffe, ce qui va donner différents types de goût. Et, Oui, ben pour être venu et vous m'avez fait sentir différentes barriques, c'est vrai qu'il y a des odeurs complètement différentes. Donc ça veut dire que vous allez avoir des bouteilles du vin complètement différent? Non, dans l'idée, c'est de pouvoir assembler tout ça Ok. pour faire quelque chose à notre identité. Alors, quand est-ce que vous prévoyez de nous offrir ce vin? On aurait bien aimé vous l'offrir. On était limite. Hein, on était limite. Bon, même moi, je ne l'ai pas goûté. Hein, franchement, vous avez pu faire un petit effort. Hein. Alors, comment ça va se passer? Donc là, sur le début de la vidéo, si vous avez vu, on voit bien justement le tapis qui emmène dans le pressoir. Le pressoir, c'est la grosse machine cylindrique. Ouais, voilà. Juste là, voilà. Et donc normalement, la mise en bouteille devait se faire au mois d'avril. On a repoussé au mois de mai. Donc normalement, dans un mois, on aura les premières bouteilles qui seront commercialisées environ 3 semaines après la mise en bouteille. Ok, donc le choix de la bouteille. Voilà, on voit du vin blanc dans des bouteilles différentes. Donc, c'est réglementé ça ou pas? Non, on est parti sur. Alors nous, on fait pas partie de l'IGP Île-de-France. On est en train d'essayer d'entrer dedans, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, nous, on a choisi la bouteille du milieu, donc bouteille type Bourgogne, couleur pas forcément vert, c'est un petit peu plutôt sur la couleur type cannelle. Ce qui va être réglementé, c'est le choix, ce qu'on peut marquer ou non sur les étiquettes. Donc le fait qu'on soit pas en IGP,
On n'a normalement pas le droit de marquer Vexin, Magnan-Vexin sur l'étiquette au départ. Donc c'est pour ça qu'on essaie de lutter un petit peu pour rentrer dans l'IGP. Et ensuite, il y a tous les logos femmes enceintes, degré d'alcool, tout ça qui sont obligatoires. Ouais. Et Bon, déjà, on va reconnaître la bouteille, mais là, il n'y a pas d'étiquette. Donc, le choix de l'étiquette, comment ça se passe? C'est encore une histoire de famille, ça ou... Oui, il me semble que c'est une histoire de famille. Tout est contrôlé. Donc, c'est vous qui décidez du logo, de ce qu'on écrit dessus, etc. Oui, c'est Ulysse et Chloé qui œuvrent sur ce terrain-là. J'ai complètement délégué. Elle a beaucoup d'expérience et c'est grâce à elle qu'on va avoir une très belle étiquette. Et donc, on n'a pas d'infos sur le nom du vin, vous avez choisi? donc là, nous, ça s'appelle Domaine Entre Deux Grains. Entre deux grains, donc ça c'est aussi le canal de communication puisque vous êtes présent sur les réseaux sociaux, Ouais. Facebook, Insta, C'est surtout Instagram. Ouais. Instagram, voilà. Vous n'avez pas de site internet encore? Ça va venir. Ça va venir, voilà. Donc entre deux grains. Après On a vous trouverez toutes les infos sur le site des Rencontres du Vexin. Et puis donc vous prévoyez justement de commercialiser comment? Donc là, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? on va avoir 5 bouteilles différentes avec 5 étiquettes différentes, tout sous le même nom. Mais on a un assemblage de Chardonnay Sauvignon qui va sortir, un Chardonnay, un Sauvignon et un Pinot Gris. Ça fait 4 d'ailleurs. Ok. Et donc la commercialisation, elle va se passer comment? Comment on Donc, prévoit? dans le chai, on va monter une salle de dégustation et de commercialisation pour pouvoir recevoir du public, on va dire le samedi, quelques fois par mois au départ pour voir. Et dans l'idée, c'est de pouvoir après aller toucher des restaurateurs dans la région et surtout sur Paris. Voilà, du local. 15 000 bouteilles, là, je crois, cette année, à peu près. 11 000, ouais. 11 000. Bon, je ne me rends pas compte, on ne peut plus exporter maintenant, c'est dommage. On va le garder pour nous. C'était pas l'idée. 11 000, on les prend. Et comment vous allez communiquer justement? Quand est-ce que nous, on va savoir qu'on peut se ruer? Alors, votre adresse, c'est rue de Nucourt, c'est ça? À Manille? C'est Domaine Entre Deux Grains. Vous pouvez taper sur n'importe quel GPS, vous trouverez le bâtiment. Donc, à peu près, les premières bouteilles en vente? Au mois de juin. Au mois de juin? Avant l'été, ok. Bon. Et donc, comment vous êtes fait accompagner par une œnologue, je crois? Donc aujourd'hui, on a une œnologue qui est située sur Paris qui nous suit régulièrement. On envoie des vins en analyse régulièrement aussi en Bourgogne. Donc on a un deuxième œnologue qui nous suit. Et derrière, on a 2 différents conseillers pour tout ce qui est taille de la vigne, conduite de la vigne, conduite du sol, pour avoir monté le chai, pour tout. Mais bravo, merci. Et on a... Merci. Mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions pour nos invités? Combien la bouteille? On va se situer aux alentours de 15 €. Un petit peu moins, voire un petit peu plus selon les assemblages. Alors j'imagine, oui, 15 €, vous prenez en compte l'investissement. Alors 15 €, c'est pas réfléchi n'importe comment. Ouais, c'est ça. avec déjà le coût de la bouteille en verre qui a beaucoup augmenté, les étiquettes, les bouchons, nous, le travail qu'il y a eu derrière, tous les gros investissements. Et pour se situer sur un marché aussi par rapport aux autres producteurs d'Île-de-France qui sont plutôt dans des 20-25 €. Donc on ne veut pas forcément aller jusque ces prix-là, mais on se situe plutôt aux alentours de 15 €. Ouais. Bon, c'est un bon prix. Bonjour, moi je voudrais vous poser une question. Vous avez beaucoup parlé de pieds, de cèpes, de vignes et tout ça, mais pour passer du raisin au vin et du bon vin, c'est quand même assez compliqué. Donc, est-ce que vous avez pris des cours pour pouvoir justement savoir, comme vous voulez donner un vin qui vous corresponde, justement c'est cette partie-là qui est la plus importante? Parce que le vin, bon, on peut en avoir, mais du bon vin et du vin qui vont se vendre, c'est autre chose. Donc ça fait 4 ans qu'on suit des formations, même avant d'avoir planté, on avait déjà démarré. Derrière, on a quand même 2 œnologues qui nous suivent, voire un 3e. On a acheté du matériel de très bonne qualité pour pouvoir prétendre à faire du bon vin. On a une gestion de la vigne qui est, je pense, plutôt raisonnable pour pouvoir avoir des bons raisins, ce qui fait ensuite le bon vin. Et puis, on a créé quand même un petit syndicat avec tous les vignerons d'Île-de-France pour pouvoir avoir du conseil qui nous suivent toute l'année. On fait des visites, je dirais, une dizaine de fois
par an à peu près avec tous les autres différents producteurs. On descend régulièrement en Touraine aussi pour aller visiter d'autres personnes et s'entourer de ce qu'il faut pour faire du vin de qualité. Ouais. On a une autre question? Jacques, bonjour, Michel Morel. Vous avez retenu quatre cépages classiques et comme vous êtes parti en bio, pourquoi n'avoir pas retenu un ou deux cépages récents, peu ou pas sensibles au mildiou ou à idiome? Alors l'idée c'était effectivement qu'il existe aujourd'hui des cépages qui sont résistants mildiou et idiome. Alors c'est des cépages que peu de gens connaissent. Nous on est dans une région où il y a quand même déjà pas beaucoup de vin. Donc l'idée c'était d'aussi pouvoir avoir un produit où les gens puissent avoir une référence par rapport à autre chose. Et aujourd'hui on a du Voltis ou du Floréal qui ressemble à du Chardonnay ou du Sauvignon. Mais c'est pas exactement pareil et c'était dans l'idée de dire on veut pas perdre les gens avec quelque chose que personne ne connaît dans une région où il y a peu de gens qui savent qu'il y a du vin. C'est un peu comme ça qu'on a choisi de ne pas partir sur des cépages trop récents. Vous avez du succès, hein? On a une autre question. Avec modération. Moi, c'est rapide. Vous récoltez à la main et vous avez des amis qui viennent vous aider, mais est-ce que vous pensez faire appel à la population qui vous entoure à ce moment-là pour aider à récolter? Alors cette année, pour la première année, on a fait appel à beaucoup d'amis parce que c'était la première fois que c'était sympa. Réglementairement, on n'a pas vraiment le droit de faire intervenir des gens qu'on ne déclare pas ou qu'on ne paye pas. Donc faire intervenir des amis ou des gens de la région, ça serait grand plaisir. Mais il faut qu'on trouve le moyen de le faire de façon plus réglementée. Ouais. Dans un cadre légal. À travers les rencontres du Vexin, là, il y a 160 personnes. Je pense qu'on peut faire On est quelque chose. partant, hein? On peut faire quelque chose. Une dernière... Oh là 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 là. Peut-être l'avant-dernière question, parce qu'on a notre invité après. Si j'ai bien compris, vous travaillez en biodynamie. Est-ce que vous allez proposer une cuvée... Non, vous n'êtes pas en biodynamie encore. En bio. D'accord. Et est-ce que vous allez proposer une cuvée complètement naturelle, puisque ça se fait beaucoup, ces tendances, pour éviter justement les sulfites dans les vins blancs, notamment, en faire quelque chose de très naturel? Alors c'est pas du tout l'idée sur laquelle on parle. La biodynamie, il y en a qui le font très bien. Nous, on démarre, on va déjà essayer de le faire bien en bio. Et si on arrive à faire encore mieux et de partir là-dessus, pourquoi pas, mais on va essayer de faire quelque chose de bien et de stable au départ. Donc c'est pas forcément l'idée de laquelle on a de faire du vin. Une dernière question? Bon, ça va être rapide. Le vin, c'est une question de cépage, c'est aussi une question de terrain, de terroir. Vous pouvez nous dire deux mots sur ce que valent les terres du Vexin dans ce domaine-là? Donc on a planté, les parcelles sont à plat juste avant la cassure du terrain parce qu'on ne voulait pas avoir des terres à travailler en pente parce que c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus physique. Aujourd'hui, on est sur un sous-sol qui est très calcaire, on va dire à 75% à peu près d'après les analyses type Chablis, quoi. Donc, avant de planter, on a fait des fosses. Il y a quelqu'un qui est venu pour faire des prélèvements de terre qui ont été analysés. Et au résultat des analyses, ça nous a permis de choisir les pieds de vigne déjà. En fait, on a un porte-greffe qui soutient la greffe. Donc on choisit un pied qui est capable de se maintenir dans le type de sol qu'on a, sur lequel on vient greffer le cépage que nous, on veut. Donc, nos sols ressemblent un peu à la région de Chablis, par exemple. Wow, ça promet. Bah écoutez, merci beaucoup d'être venus. On vous souhaite une belle aventure viticole. Merci à tous. Merci. Et on vous attend pour une dégustation. Merci.